Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec le député Mathieu Bloch. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à toute la rédaction de Radio Oméga et à tous les auditeurs qui vous écoutent toute la semaine avec attention. Alors je vais me permettre de te tutoyer durant cet entretien parce qu'on se connaît depuis petit. On se connaît depuis tout jeune. Le papa, la maman, les sœurs, enfin tout ça quoi. Et donc moi la première question que j'aimerais te poser c'est comment on devient député ? Je crois que tu as été maire aussi également. Peut-être si tu peux nous dire un petit peu ton parcours, combien de temps et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est poussé vers la vie politique. Bon alors déjà, moi j'avais la passion très tôt pour le droit, pour l'intérêt général. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans dans une étude de notaire. Et ça me semblait assez tout naturel de passer de celui qui exécute le droit à celui qui le fait, parce qu'on voit dans le cadre professionnel beaucoup d'incohérences souvent. Et puis aussi la passion de l'intérêt général. Et puis quand on est papa, on a aussi envie de s'investir dans la vie publique pour essayer de rendre le pays meilleur, pour au moins transmettre un pays aussi beau que celui qu'on a reçu de nos parents. Et il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui dans notre pays, dans notre continent et même dans le monde. Et je pense que quand on a le tempérament de ne pas rester trop passif, on aime devenir acteur de la vie publique. Donc effectivement, moi je me suis intéressé à la politique il y a déjà au moins 15 ou 20 ans. Et j'étais déjà un militant auprès des Républicains. J'étais devenu cadre local des Républicains. Et puis ensuite, j'ai pris une mairie en 2020. On est venu me chercher en me disant est-ce que tu as un projet? Donc j'ai monté un projet participatif à Colombier-Fontaine avec les habitants. J'ai constitué mon équipe autour de ce projet qu'on a monté ensemble. On a gagné les élections municipales de 2020. Et puis pendant 4 ans, on s'est attelé à effectivement définir et à mettre ce projet en place au service des habitants de Colombier-Fontaine. Je pense qu'on a fait pas mal de choses intéressantes. Et c'est vrai que le mandat de maire est certainement un des plus beaux des mandats parce qu'il est très concret en fait. Au quotidien, on agit et on voit les projets se réaliser. Alors, malheureusement, en France, on sait que tout est compliqué. On est dans des embryos administratifs qui font qu'on est tenu à des délais qui sont souvent un petit peu longs, mais on voit quand même se réaliser les choses et on voit les gens qui sont contents du changement. Et ça, c'est une vraie fierté pour nous. Alors ensuite, on m'a proposé d'aller aux élections législatives. J'ai pas mal hésité, mais je pense que le moment était venu pour moi de passer au national, d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice dans cette Assemblée nationale qui est aujourd'hui assez divisée et assez compliquée. Alors comment se passent ces premiers mois, j'allais dire J'avoue que la première fois que j'ai siégé, ça a été un moment un petit peu... Alors à la fois l'émotion, parce qu'on est dans un lieu chargé d'histoire, donc forcément... on prend une toute petite part modeste de cette histoire de France, mais on la prend quand même, donc on a conscience de cette responsabilité, et puis du fait qu'on représente les habitants qui sont mobilisés, qui nous ont élus, et on a cette responsabilité de ne pas les décevoir. Et en même temps, un petit peu une surprise et un peu un dégoût quand même de voir la façon dont ça se passe concrètement, où on a l'impression d'être quelquefois dans une cour de récréation, où la politique politicienne l'emporte sur l'intérêt supérieur du pays, où on voit très clairement que certains pensent davantage à être président de la République dans 3 ans et préparent le coup d'après, plutôt que de penser à la France de 2024. Certains sont déjà en 2027. Et ça, c'est quelque chose qui est assez triste et qui est un peu décevant pour l'élu local que j'étais, habitué, on va dire, au concret. Le système du pays, le système politique fait que tout est long, tout est un temps long, alors que la France a besoin de mesures d'urgence. Mmh. Et du coup, à travers cette expérience de maire, justement, j'aurais envie de te demander quelle a été peut-être ta plus belle expérience individuelle que tu aies vécue, qui te donne envie encore de te battre. Tu nous as parlé de ton parcours, tu nous as parlé de ton métier qui t'a amené à ça. Est-ce que une histoire qui t'est arrivée ou sans forcément être sans rentrer dans les confidentialités, sans rentrer en restant suffisamment vague, quelque chose que tu aimes dans la politique et qui te donne encore envie de te battre, une expérience, quoi. J'en aurais beaucoup, alors en dehors des projets structurants qu'on a pu mettre en place, comme la création d'une passerelle pour la véloroute à Colombier avec le département, ou la sécurisation des voiries qui est nécessaire, la sécurisation aussi pour les accès PMR. En dehors de tout ça, peut-être une anecdote où j'ai une petite dame
qui était veuve et toute seule sans famille à la maison, qui perdait un petit peu la tête et qui refusait qu'on fasse des travaux avec le délégataire d'eau et de Pays de Montbéliard sur sa parcelle, et qui avait une fuite d'eau qui représentait l'équivalent de la perte de 3 communes comme la mienne en une seule journée. Donc c'était absolument pharaonique ce qu'elle perdait en eau. Et vu qu'elle perdait un petit peu la tête, elle refusait qu'on lui vienne en aide et qu'on vienne dans sa cour faire les travaux. Et ça a été toute une problématique, on va dire, morale, puisque cette dame voulait vraiment pas qu'on accède à son terrain, parce qu'elle pensait, elle perdait la tête, elle pensait qu'il y a des extraterrestres qui faisaient un puits chez elle. Enfin, elle partait un petit peu dans tous les sens. Et j'ai dû faire un signalement au procureur de la République en vue de la mettre sous tutelle, cette dame, parce que son eau a dû être coupée. Elle est restée plusieurs mois sans eau, donc avec tous les dangers que ça peut représenter pour une vieille dame qui allait du coup à la fontaine du village chercher son eau avec la brouette, etc. Et voilà, ça a été un petit peu un cas moral de la forcer à faire ses travaux dans son intérêt à elle, dans l'intérêt général aussi de la commune, parce qu'en ces temps où on avait en plus des problèmes d'eau, on ne pouvait pas se permettre de perdre l'équivalent de 2 communes en une journée pour elle seule. Et il a fallu user de patience, de diplomatie pour arriver à nos fins. Cette dame a pu être mise sous régime de protection, et aujourd'hui, elle a maintenant un réseau d'eau qui fonctionne et elle n'est plus en danger. Donc ouais, c'est un cas très concret où il y avait un cas moral parce qu'on sentait qu'on la forçait, et forcément, elle m'insultait un petit peu quand elle me voyait, forcément, mais c'était pour son bien. Et aussi pour l'intérêt général. Voilà, c'est un peu une anecdote qui m'a frappé, parce que c'était pas forcément évident de traiter le sujet avec une vieille dame qui s'en prenait à moi quand elle me voyait, parce qu'elle pensait que j'étais le méchant qui allait faire des choses qu'il ne fallait pas faire chez elle, quoi. Question concrète, de manière générale, au niveau national, j'allais dire, qu'est-ce qui est prévu dans les plans j'allais dire pour la politique de la ville, et notamment en l'occurrence le vélo, les pistes cyclables? Est-ce que des dispositifs vont être améliorés, par exemple, je sais pas moi, l'aide aux employeurs, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses dans le carquois qui sont prévues ou qui sont en projet? Et puis aussi la question sur le handicap. J'en parlais en off tout à l'heure avec toi, au niveau de l'accès. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est toujours un peu compliqué. Si on se balade avec un ami qui est handicapé, on est souvent, il y a une voiture qui est garée, ou en fait l'espace n'est pas prévu, on est obligé de sortir, presque d'être sur la route. Enfin, il y a encore des choses. Nos voisins européens sont parfois un peu meilleurs sur la question, je trouve, notamment dans le nord de la France, dans le nord d'Europe, pardon, excuse-moi. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui est prévu sur ces choses-là, un petit peu de manière générale? Je pense déjà que ces dernières années, on a fait énormément de progrès sur l'accessibilité handicapée, avec toute la législation qui force aujourd'hui les établissements publics réseau du public à être aux normes PMR, avec les contrôles qui sont faits, etc. Tout cela coûte quand même énormément d'argent. Alors, il y a beaucoup de communes qui ont joué le jeu. Alors sur les mobilités douces, on voit que le département du Doubs et ici, Pays de Montbéliard Agglomération joue particulièrement le jeu, avec énormément de création de pistes cyclables ces dernières années. Ça n'a pas échappé qu'on peut maintenant se rendre quasiment dans toutes les communes de PMA d'une façon douce via les nombreuses pistes cyclables qui existent. On a inauguré d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça fait quelques semaines, la passerelle entre Lougre et Colombier-Fontaine, qui permet de relier la gare de Colombier-Fontaine au site forestier de Bavans, avec des pistes cyclables qui vont être créées sur Bavans, et qui permettent maintenant de relier les 2 rives du Doubs, côté Vougeaucourt, Dampierre, et l'autre côté Bar, Bavans, etc. Et plus qui vient aller sur toutes les pistes cyclables actuelles, l'Eurovéloroute 6, la fameuse voie verte pour aller jusqu'à Belfort. Donc on est vraiment sur une politique cyclable qui est, je pense, très dynamique. Malheureusement, on va certainement se heurter là, dans les mois qui viennent à des difficultés budgétaires, surtout pour les petites communes, puisque les fonds DETR, qui sont les fonds qui sont alloués par l'État aux collectivités territoriales, vont être davantage fléchés vers les travaux de rénovation énergétique et diminuer, puisque vous a pas échappé qu'on avait une dette de 1300 milliards d'euros, on est le champion du monde des impôts, mais le champion d'Europe des déficits budgétaires. Donc il y a évidemment énormément de choses à faire au niveau du budget pour revenir à un équilibre plus raisonnable, puisqu'on ne peut pas continuer comme ça. La France est au bord du gouffre au niveau budgétaire. Donc tout va être priorisé. Et aujourd'hui, la politique du gouvernement, de l'État, c'est pas forcément d'aller sur les travaux de voirie, et c'est ces travaux de voirie qui permettaient d'assurer une accessibilité aux personnes handicapées
dans les communes, puisque c'est souvent des problèmes de trottoirs, d'accès aux trottoirs qui ne sont pas assez larges, ou alors avec un poteau au milieu qui nécessite un enfouissement des réseaux secs qui sont extrêmement onéreux. On n'imagine pas. Moi, en tant que maire, on a fait la rue de la Chaiserie à Colombier-Fontaine, qui représente 1,2 km de voirie. Ça a coûté presque 1 million d'euros. C'est des sommes qui sont pharaoniques, en fait. Les gens ne s'imaginent pas les sommes qui sont en jeu. Donc les collectivités font des efforts là-dessus, mettent tout en œuvre, c'est-à-dire dès le moment qu'ils mettent en place un projet de rénovation de voirie, le handicap prend toute sa part à l'accessibilité PMR et même une condition de l'obtention des subventions. Voilà ce que fait l'État en fait. L'État dit on vous verse la subvention, le département dit oui on vous verse la subvention, mais il faut une sécurisation de la voirie, mais il faut aussi des trottoirs avec une accessibilité handicapée. Donc ça incite les communes à aller vers cette accessibilité pour le handicap. Malheureusement, je vous dis, la disette budgétaire actuelle fait que les travaux qui ont été initiés ces 10 dernières années, terminés, ou d'autres projets vont peut-être certainement être un petit peu retardés parce qu'il faut déjà qu'on règle ces problèmes de budget au niveau de l'État et je ne suis pas sûr que ça soit une priorité dans la rénovation de voirie. En tout cas, de ce que je vois jusqu'à maintenant sur les refus de dossiers DETR dans les communes qui m'ont sollicité pour que j'aille en parler au préfet, j'ai ressenti quand même, sachant qu'il y a une commission au niveau départemental qui siège et qui définit les priorités, je sais qu'aujourd'hui c'est 20% pour la voirie de l'enveloppe globale de DETR, 20%, c'est pas grand-chose. Des petites communes vont avoir bien du mal de faire ces travaux d'accessibilité sur leur trottoir, je pense, dans les mois et années à venir. Mais ça reste en tout cas un fléchage pour les subventions, c'est-à-dire si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas la subvention. Enfin, j'aimerais terminer avec 2 exemples dont tu nous as parlé justement en off, l'école de Mèche, si tu peux nous en dire quelques mots, et puis une association qui s'appelle Philippe Stretz. Oui, alors c'est 2 exemples parce que je fais des visites évidemment, j'arpente ma circonscription, elle est très grande, il y a 169 communes, donc ça fait beaucoup de travail. Le vendredi, je fais des permanences itinérantes où j'essaye de voir 4-5 communes et puis je rencontre les élus, les habitants, les associations, les entreprises. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Bernard Stretz à Anteuil, où il y a un formidable travail qui a été fait. En fait, c'est une histoire familiale à la base. Bernard avait un frère qui s'appelait Philippe, qui est décédé aujourd'hui et qui était handicapé, et qui a demandé, avant de décéder à son frère, de prendre son héritage pour l'utiliser en faveur de la cause des personnes handicapées, chose qu'il a exécutée, et même il est bien allé au-delà puisqu'il a monté toute une entreprise inclusive pour le handicap. En fait, il emploie des dizaines de personnes en situation de handicap dans des travaux qui sont, on va dire, possibles par rapport à leur handicap personnel, et parallèlement avec des offres de soins sur place, kiné, balnéothérapie, qui fait qu'on a vraiment un microsystème. C'est à Anteuil. Anteuil, pardon. Ouais. C'est à Anteuil. Et c'est vraiment quelque chose qu'on devrait prendre exemple au niveau national, parce que ça permet aux handicapés de travailler. C'est des gens souvent qui ne veulent pas vivre chez eux seuls, à vivre de l'assistanat et des aides sociales. C'est des gens qui ont envie de faire partie de la société, qui ont envie de participer à l'effort de la nation, et qui retrouvent une joie de vivre et une utilité en travaillant, mais avec un travail qui soit adapté à leur situation de handicap. Ils ne sont pas moins productifs que les autres, il suffit juste de les mettre au bon endroit, au bon moment, avec le bon accompagnement et avec des possibilités effectivement de suivre des soins sur place. En plus, il y a tout un système de transport, ils vont les chercher chez eux. Enfin, c'est vraiment tout un système inclusif qui arrive aujourd'hui à gagner de l'argent. Donc, il y a quelques années difficiles où c'est déficitaire. Maintenant, ils arrivent à l'équilibre budgétaire et ils permettent à des dizaines d'handicapés de vivre du fruit de leur travail. Et je trouve ça vraiment absolument formidable. Et le deuxième exemple, c'est la visite que j'ai faite avec Régis Ligier, le maire de Mèche, que je salue d'ailleurs, qui m'a fait découvrir son école, qui est aussi une école tournée vers l'inclusivité, vers le handicap, qui est circulaire, où il y a vraiment... tout est pensé pour favoriser et faciliter la vie des enfants qui souffrent de handicap, tant en termes d'encadrement que d'infrastructures, de pièces, etc. Tout type de handicap ? Oui, tout type, mental et physique. Ouais, il y a les deux. Il y a les deux. Et c'est vraiment aussi, je pense, une structure à prendre en exemple. Donc j'ai beaucoup de chance dans cette circonscription, dans cette 3e circonscription du Doubs, d'avoir ces 2 exemples-là pour le handicap. Ça montre en tout cas que c'est une cause qui tient à cœur de beaucoup d'élus. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On progresse. Alors, je te rejoins, Benjamin. Effectivement, les pays du Nord ont été souvent en avance
que ça soit en termes de prise en charge du handicap, que même dans le cadre de prise en charge de la famille tout court. Les politiques familiales sont peut-être plus développées que nous. Peut-être qu'il y a des efforts à faire au niveau de nos fléchages aussi budgétaires. Au niveau de la paperasse aussi. Peut-être des simplifications administratives énormément. Il y a certainement beaucoup d'argent qu'on perd sur des strates administratives inutiles et des procédures administratives inutiles et qui seraient plus utiles en effet dans le pays le plus fiscalisé au monde pour le flécher vers les vrais besoins des gens. Et en effet, le handicap est une cause qu'il faut qu'on défende et je pense d'une façon totalement transpartisane. En tout cas, j'ose espérer que c'est le cas. Enfin, peut-être un dernier mot, quelque chose que tu aimerais dire à nos auditeurs, un message ou pas. Un message que je pourrais dire à tes auditeurs. Déjà, c'est peut-être de remercier les gens pour leur mobilisation lors des dernières élections législatives. Il y a eu un très très fort taux de participation. Je sais que certains d'eux, parce que je les rencontre, disent que ça sert à rien de voter parce que le pays est un petit peu bloqué, etc. Je pense qu'au contraire, c'est absolument essentiel aujourd'hui. On est un pays qui est plus divisé que jamais. La réponse, elle se fera démocratiquement par les urnes. Elle ne peut pas se faire par un autre biais. Donc, je les invite à continuer à s'intéresser à la vie publique, à se mobiliser, peut-être à s'investir aussi dans le milieu associatif, à s'investir aussi dans la politique locale. La politique, quand elle est bien faite, c'est une activité qui est noble. Voilà. Après, évidemment, c'est le miroir de la société aussi. On a les élus qu'on mérite. On a aussi les mêmes défauts d'humanité qu'on peut rencontrer dans la politique, mais c'est partout pareil. Il n'y a pas plus de pourris dans la politique que dans les entreprises. Mais c'est vraiment une grande joie que d'aller dans le sens de l'intérêt général. Moi, je sais que les gens que j'ai pris avec moi sur ma liste municipale aujourd'hui sont des gens qui sont vraiment heureux de ce qu'ils font, qui sont épanouis. Celle qui m'a remplacé à la mairie de Colombier ne voulait même pas être sur la liste, voulait encore moins être adjointe. Aujourd'hui, elle est maire. Et je l'ai vue encore ce matin. Elle est radieuse, elle est ravie de servir l'intérêt général. Donc, aux plus jeunes, surtout, investissez-vous. Ne laissez pas les choses en spectateur. Investissez-vous dans la politique. Investissez-vous dans vos collectivités pour essayer de faire bouger les lignes. C'est absolument essentiel. Pour l'intérêt général, c'est un mot qui revient souvent chez toi. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu. Mais avec plaisir, Benjamin. Et je reviens quand vous voulez. À bientôt.